une partie de syndrome myéloprolifératif. Il s'agit de la polyglobulite vaqueuse ou la polyglobulite vraie, appelée aussi la polyglobulite essentielle ou la polycythémie virale. En définition, la polyglobulite essentielle est une hémopathie maligne. Elle fait partie de la groupe du syndrome myéloprolifératif. Il s'agit d'une prolifération médulaire excessive, non régulée du tissu myéloïde, sans blocage de la maturation. Ça veut dire qu'on aura la formation des globules rouges matures, la formation des autres lignées cellulaires matures, mais avec un nombre et une quantité très élevée. Donc, on aura une augmentation du taux des cellules myéloïdes au niveau de la circulation sanguine. Et cette augmentation va entraîner la formation, c'est-à-dire une surcharge qui va se répercuter sur la santé de l'individu. Donc, cette prolifération médulaire, elle touche les 3 lignées cellulaires avec prédominance sur la lignée érythroblastique. Donc, la polyglobulite essentielle, c'est une pathologie acquise, clonale, de la cellule souche hématopoïétique. Elle est caractérisée par quoi? Donc, il faut savoir que la polyglobulite essentielle est une polyglobulite vraie qui se manifeste par une augmentation absolue, donc du nombre absolu de globules rouges circulants, supérieur à 6 téra par litre chez l'homme et supérieur à 5,5 téra par litre chez la femme, une élévation du taux d'hématocrite supérieur à 49% chez l'homme et 48% chez la femme, élévation du taux d'hémoglobine supérieur à 16,5 chez l'homme et 16 chez la femme. Donc, vous allez me dire, on parle de la polyglobulite vraie. Lorsqu'on dit vrai, en parallèle, il y aura une fausse polyglobulite. D'accord? Donc, pour faire la distinction entre les deux, c'est très simple. Une polyglobulite vraie, ça veut dire que réellement, on a une production excessive et la formation des milliers ou des millions, voilà, un nombre très élevé de globules rouges. Lorsqu'on parle d'une production excessive, ça veut dire qu'on aura une augmentation du taux d'hémoglobine suite à l'augmentation du nombre de globules rouges et l'augmentation de l'hématocrite, parce que l'hématocrite est calculé par rapport aussi du volume globulaire par rapport au volume total. Volume sanguin total qui porte aussi, qui est composé, le sang est composé du volume plasmatique et volume globulaire. Ça, c'est la polyglobulite vraie. Les fausses polyglobulées, on aura une augmentation de un ou de plusieurs paramètres de la lignée rouge. Ça veut dire soit on aura une augmentation de l'hématocrite ou l'augmentation de globules rouges ou l'augmentation de 2 paramètres ou les 3. Mais cette fois-ci, elle n'est pas due à une production excessive de globules rouges clonale, mais c'est dû à une hémoconcentration. Donc, on aura une diminution du volume plasmatique c'est-à-dire qui va entraîner une fausse augmentation du nombre de globules rouges ou du taux de l'hématocrite. Donc, ce n'est pas dû réellement à une production de globules rouges au nombre très élevé, mais à une diminution du volume plasmatique. C'est le cas, par exemple, de prise médicamenteuse des diurétiques qui vont donc diminuer parce qu'on aura une élimination d'une quantité importante d'eau et donc diminution du volume plasmatique. Le cas, par exemple, des brûlures étendues, donc on aura aussi une diminution du volume plasmatique. Donc les autres cas, on va les traiter par la suite lorsqu'on fait donc le diagnostic différentiel entre tout ce qui est vrai et tout ce qui est secondaire ou une fausse polyglobulite ou d'autres. Je vais vous poser une simple question. Il existe une pathologie que vous avez déjà traitée dans les cours précédentes et qui donne une augmentation du nombre de globules rouges sans qu'il y ait donc une polyglobulite vraie. C'est quelle pathologie? J'attends votre réponse. Donc, j'ai dit que vous avez déjà traité une pathologie qui donne une augmentation du nombre de globules rouges sans qu'il y ait réellement une augmentation d'hémoglobine et une augmentation de l'hématocrite. Il ne s'agit pas d'une production
excessive ou un syndrome myéloprolifératif. Très bien. Donc, ce sont les thalassémies. Voilà, le syndrome thalassémique hétérozygote sont caractérisés par une augmentation du nombre de globules rouges. Là, on parle d'une pseudo-polyglobulie et non pas d'une polyglobulie vraie. Donc, cette pathologie, elle est quasi constamment associée à l'existence d'une mutation particulière. Et cette mutation, elle touche un gène qui code pour des protéines de transduction du signal. Ce sont les protéines Janus kinase, JAK2. Ce groupe de protéines, il permettra, une fois qu'on a donc la fixation de cytokines, parce que vous savez, dans le cours de l'hématopoïèse ou l'érythropoïèse, il y a toujours une stimulation de la prolifération cellulaire et la production des éléments figurés du sang. Donc, si on a la fixation de cytokines ou l'élément qui va stimuler la prolifération, on aura un ensemble de signaux intracytoplasmiques qui va donc activer, donc qui va donner le signal au noyau, au gène responsable de la prolifération pour qu'il favorise donc la différenciation, la division et la production d'un nombre très élevé de globules rouges. Donc, le système responsable de la transduction du signal et qui est responsable aussi de cette pathologie, c'est une mutation qui touche donc le système cytokine JAK et STAT5. Donc, il s'agit de la mutation JAK2 V617F. On va l'expliquer, bien sûr, dans la partie physiopathologie. La polyglobulie essentielle est une pathologie qui touche les sujets âgés. Donc, c'est une pathologie des sujets âgés. L'âge médian au diagnostic est proche de 60 ans. Elle est rarement rencontrée chez des sujets âgés de 40 ans et elle est exceptionnellement retrouvée chez l'enfant. C'est une pathologie, donc elle a une légère prédominance masculine, donc elle touche beaucoup plus l'homme que la femme, mais avec une différence vraiment très minime. Son incidence est faible de 2,8 cas pour 100 000 habitants chez les hommes et de 1,3 cas pour 100 000 habitants pour les femmes. Donc, c'est une pathologie qui est rare, qui est acquise et qui touche les sujets âgés. Pour la physiopathologie, donc avant de parler de la physiopathologie, on va faire un petit rappel sur l'hématopoïèse pour bien comprendre le mécanisme physiopathologique de cette maladie. Donc, vous le savez que l'hématopoïèse est un processus dynamique qui implique des étapes successives de différenciation et de prolifération afin d'aboutir à partir de cellules souches hématopoïétiques à une production quotidienne, donc tous les jours, journalière, contrôler cette production, elle ne se fait pas au hasard, de cellules souches matures au sein de chaque lignée. Parce que vous savez que 1 sur 120e globules rouges sont détruits chaque jour. Donc, le corps ou la moelle osseuse, elle est là pour remplacer les cellules défaillantes, les cellules âgées qui n'assurent pas leur fonction oxyphorique, donc le transport d'oxygène et l'oxygénation des tissus. Donc, ce processus est rendu possible grâce à quoi? Donc, grâce à la stimulation des cellules par des facteurs de croissance. À notre niveau, parce qu'on parle de la production érythrocytaire, donc c'est le rôle de l'érythropoïétine qui va se fixer sur son récepteur spécifique. Et là, on aura la stimulation d'une molécule appelée le JAK. Donc, cette molécule JAK2, une fois qu'elle va s'auto-activer, donc elle va auto-phosphoryliser, elle va donc activer le stade par une phosphorylisation de cette molécule et cette molécule, elle va activer, donc elle va rentrer dans le noyau et donc activer la transcription et le gène responsable de la prolifération et de la survie cellulaire. Donc, sous forme toujours, elle stimule la transcription sous forme d'un dimère de STAT. Et donc là, on aura la prolifération cellulaire, la division et la production des hématies nouvelles qui assurent donc leur rôle physiologique dans l'organisme. Dans le cadre
de la polyglobulie vraie, là, on aura une acquisition parce qu'il ne s'agit pas d'un truc congénital, c'est une maladie acquise suite à l'apparition d'une mutation au sein de cellules souches hématopoïétiques responsables donc de la production des cellules myéloïdes. Et cette mutation, elle va toucher donc la protéine JAK2 et on aura, au lieu d'avoir un acide aminé valine en position 617, on aura l'expression du phénylalanine, donc le F, en cette position, et cette mutation ponctuelle et cette substitution d'acide aminé, elle va rendre une activité constitutive, une activation constitutive. Ça veut dire qu'il n'y aura pas une auto-inhibition de l'action du JAK. Donc, JAK, il suffit une simple stimulation pour produire une seule cellule, par exemple, elle va produire plusieurs cellules. Donc, elle va être tout le temps active suite à l'élimination de l'activité inhibitrice de cette molécule. Et donc, on aura une activité accrue, une prolifération très importante de globules rouges. Donc, on aura une surcharge au niveau de la circulation sanguine des hématies et cette quantité, elle va entraîner donc des signes cliniques. Tout dépend, voilà. Donc là, c'est pas généralement, c'est-à-dire on n'aura pas tout le temps des symptomatologies qui vont entraîner la découverte de cette pathologie. Donc, c'est en fonction des individus. Donc, il y aura plusieurs paramètres, plusieurs facteurs qui influencent donc l'expression clinique de cette pathologie. Donc, cette mutation, revenons toujours à la mutation JAK2V617F, donc cette mutation, elle va donner donc, le caractère cancérigène, donc elle va conférer aux cellules tumorales une indépendance ou une hypersensibilité vis-à-vis des érythropoïétines et un avantage donc de prolifération et de survie. Vous avez compris à peu près pour passer à… De toute façon, je vais maintenant vous parler de la protéine JAK2 qui est responsable. À l'état normal, elle est là pour assurer donc une activité de prolifération normale. Et en cas de mutation, là, on aura le déclenchement de la polyglobulie vraie, une production importante des globules rouges. Donc, la protéine JAK2, elle fait partie de la sous-famille des protéines Janus kinases. Cette protéine, elle est impliquée dans plusieurs voies de signalisation, responsables notamment de la survie et de la prolifération cellulaire. La mutation JAK2V617F, pour vous faciliter les choses, pour apprendre cette mutation, il suffit de mettre, il faut apprendre le JAK2, mais pour la mutation V617F, c'est très facile. Donc, V, c'est pour vrai. On va prendre le V du vrai. Et le V, son correspondant à peu près, on va mettre le F, VF. Et au milieu, donc, ça sera, il faut apprendre le 6. Donc, 6 plus 1, c'est 7. Donc, 617F. Donc, ça, c'est pour bien mémoriser donc, la mutation. Donc, parce que vous allez avoir plusieurs mutations à apprendre lorsque vous entamez tout ce qui est pathologie de la lignée blanche. Donc, la mutation JAK2, V pour vrai, parce qu'il s'agit de la polyglobulie vraie, 617, 6 plus 1 égale à 7, F. Donc, pour faciliter les choses. Donc, cette mutation est fortement associée à la maladie de Fakez, mais pas spécifique de cette maladie, parce que vous allez la rencontrer dans d'autres pathologies. Elle est responsable de la surproduction des plaquettes, ce qu'on appelle la thrombocytémie essentielle. Elle est rencontrée aussi dans d'autres syndromes myéloprolifératifs, dans des syndromes myélodysplasiques et dans certains types de leucémie aiguë myéloblastique. Donc, leucémie aiguë qui touche la lignée blastique, elle n'est pas rencontrée dans tout ce qui est pathologie associée, voilà, à l'atteinte de la cellule souche lymphoïde. Donc, elle est retrouvée dans tout ce qui est pathologie myéloïde. La mutation JAK2V617F est l'événement moléculaire primaire suffisant donc pour
entraîner le développement d'une polyglobulie primitive. Cette mutation, elle est rencontrée dans 95% des maladies de Vaquez. Il s'agit d'une mutation ponctuelle située dans l'exon 12 du gène qui code pour la protéine JAK2. Cette mutation entraîne la substitution d'une valine en phénylalanine en position 617. La protéine JAK2 mutée est spontanément active et capable d'induire une activité transcriptionnelle de stade 5 en absence d'érythropoïétine. Donc, absence de stimulation par cytokine, ça ne va pas empêcher. Donc, on aura toujours une production suite à cette mutation qui va inhiber, donc qui va empêcher l'auto-inhibition de cette protéine. Maintenant, le diagnostic biologique. Donc, le diagnostic biologique, il est simple. On va toujours, tout ce qui est diagnostic en cytologie, on a un simple plan à suivre. Toujours les circonstances des découvertes, quels sont les signes cliniques qui va pousser donc l'individu à être consulté, et après tout ce qui est des examens biologiques, et ensuite on va voir donc les diagnostics différentiels avec les autres pathologies qui ont presque les mêmes résultats biologiques ou les mêmes signes cliniques. Et après, donc, on va voir l'évolution, etc. Donc, pour le diagnostic biologique, pardon. Donc, le diagnostic, le diagnostic biologique de la polyglobulie vraie est souvent posé de manière fortuite lors de la découverte sur un hémogramme d'une augmentation de l'hémoglobine et de l'hématocrit. Ça veut dire que généralement, on met en évidence cette pathologie suite à la réalisation d'un hémogramme. Soit un individu qui va être opéré, il vient pour faire un bilan préopératoire, et généralement un bilan préopératoire comporte un bilan hématologique, donc la numération formule sanguine, et aussi un bilan d'hémostase. Et donc, lors de la réalisation de ce bilan, on va trouver donc une augmentation d'hémoglobine
Allô? Allô? Pardon, je m'excuse pour cette coupure. De toute façon, il s'agit d'une coupure d'électricité. Revenons à notre cours. De toute façon, je vais le partager avec vous maintenant. Est-ce que vous avez des questions avant de passer au diagnostic biologique de la polyglobulée vraie? Oui, madame. Très bien. Donc, il n'y a pas de questions pour le moment? Tout est clair? Partager. Charger une copie. Ah, revenons à la physiopathologie. Je vais essayer de vous faciliter les choses. Vous avez vu concernant les rétropoèses qu'il y a toujours des facteurs qui vont stimuler la production des hématies ou la production de tous les éléments figurés du sang. Concernant donc les globules rouges, c'est le rôle de l'érythropoïétine. Donc l'érythropoïétine, lorsqu'il y aura une diminution du nombre de globules rouges ou lorsqu'il y a une diminution d'oxygène, le corps humain, qu'est-ce qu'il va dire? Ah, j'ai manque de transporteur d'oxygène. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va stimuler la production de l'érythropoïétine. Et donc, l'érythropoïétine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc se fixer, il va chercher son récepteur spécifique, il va former, donc il va se fixer sur son récepteur spécifique. Une fois il est là, donc elle vient, donc la molécule JAK2, cette protéine qu'il y a, c'est-à-dire le récepteur il est localisé au niveau de la membrane érythrocytaire et tout ce qui est activité, production, etc. Là, c'est le rôle du noyau. Donc, c'est le noyau qui va produire tous les éléments afin de synthétiser des nouvelles masses. Donc, pour l'érythropoïétine, ils ne peuvent pas rentrer. Donc, il est fixé sur son récepteur. Et donc, comment il va donc dire au noyau, ah là, j'ai un problème, donc il faut synthétiser des globules rouges. Donc, l'intermédiaire entre l'érythropoïétine, ce sont les protéines plasmatiques. Et qui sont, c'est pas les protéines qui se retrouvent au niveau du cytoplasme cellulaire. Et donc, cette protéine, elle va s'auto-activer une fois que l'érythropoïétine il est fixé sur son récepteur. Elle va se phosphoryliser et ensuite, elle va activer la deuxième protéine, STAT5. Et STAT5 se forme de dimères, donc en association avec une deuxième molécule, elle va rentrer donc dans le noyau et là, elle va assurer donc l'activité de transcription. Donc, tout ce qui est transcription, ça veut dire qu'on aura une activité de synthèse protéique afin de fabriquer les éléments nécessaires pour synthétiser une nouvelle hématie. Dans le cadre de la polyglobulite vacace, on a une mutation qui touche la protéine JAK2. Donc, cette mutation, elle est responsable d'une activation constitutive, c'est-à-dire sans stimulation par l'érythropoïétine, le JAK2, il est activé, il est phosphorylysé. Et donc, il va activer à son tour la deuxième molécule STAT5 et donc, elle va transmettre le signal au niveau du noyau, on a une synthèse. Alors le corps, il n'a pas besoin d'hématie, il a son quantité normale. Et donc, vu qu'il y a une mutation à l'intérieur de la cellule souche, donc on aura toujours une production d'hématie. Donc, il s'agit d'une cellule cancéreuse, cellule tumorale qui s'échappe donc du contrôle normal biologique de la production des hématies. Donc, on aura une surproduction des cellules. Cette mutation, elle n'est pas spécifique de la maladie de Vaquès parce qu'elle est rencontrée aussi dans d'autres pathologies qui entraînent une prolifération aussi excessive de plaquettes, donc la thrombocytémie essentielle, dans d'une autre pathologie, la myélofibrose primitive.
On aura aussi une production. Après, il y aura la formation de fibrose et ensuite la diminution des 3 lignées. Mais au départ, on aura aussi un syndrome myeloprolifératif. Donc, cette mutation, elle n'est pas congénitale, elle n'est pas rencontrée à la naissance, mais elle est acquise suite à des facteurs exogènes, suite aux d'autres stimulants qui vont, où on aura donc cette mutation qui est responsable à l'activation de la prolifération et donc la survie. La différence entre tout ce qui est prolifération dans le syndrome myeloprolifératif, c'est qu'on aura une production des globules rouges qui sont matures, c'est-à-dire qui peuvent assurer leur fonction. Par rapport à leucémie aiguë, par exemple, on aura une production des cellules immatures, donc ce sont des blastes qui vont être libérés au niveau de la circulation sanguine et qui n'assure pas. Donc, on aura une surproduction des cellules immatures au dépend des cellules matures, donc qui vont prendre la place des cellules matures. Et donc, on aura une anémie, donc une pancytopénie, diminution du taux d'hémoglobine, diminution du globule blanc et aussi une thrombopathie. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc, Shaib Dra, je pense. C'est bon, c'est clair pour vous? Non, parce qu'il s'agit d'une mutation acquise. Ce n'est pas une mutation congénitale. Il faut faire la différence entre une mutation congénitale et une mutation acquise. Acquise, c'est suite à des pollutions, c'est-à-dire en contact avec des produits chimiques, des produits cancérigènes. Là, on aura une modification, une mutation à nouveau. Voilà, c'est une mutation à nouveau. C'est-à-dire qu'il apparaisse chez un sujet, elle n'est pas congénitale, c'est-à-dire on ne peut pas la retrouver chez l'ensemble, c'est-à-dire chez d'autres patients ou, ou un autre membre de la famille. Donc, elle est retrouvée chez un sujet X et on peut la rencontrer chez un sujet Y qui ne fait pas partie de la même famille que X. Donc, c'est une pathologie qui est acquise, elle touche le sujet âgé et non, elle n'est pas rencontrée chez un enfant. Elle peut toucher l'enfant, mais ce n'est pas dû à un truc congénital. Ce n'est pas un truc qui est héréditaire. Voilà. Donc, ce n'est pas un truc héréditaire voilà, ou congénital. Pour le diagnostic biologique, donc, on parle de la polyglobulie vraie. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans l'hémogramme? Pardon. On a dit que le diagnostic de la polyglobulie vraie est souvent, et en grande partie, est mis en évidence ou il est posé de manière fortuite lors de la réalisation de l'hémogramme. Donc, en réalisant un hémogramme, on va trouver une augmentation de l'hémoglobine, une augmentation du globule rouge, une augmentation de l'hématocrite. Et là, on va poser la question. Il s'agit probablement de la polyglobulie vraie. Et donc, on va faire l'investigation clinique et biologique afin de mettre en évidence, soit d'écarter cette pathologie, soit de confirmer et de la traiter. Plus rarement, cette pathologie, donc, elle est découverte suite à une consultation clinique du patient par les signes évocateurs. Donc, on a une érythrose qui apparaître suite à une augmentation du nombre de globules rouges. Donc, on aura le visage rouge, les mains, etc. par rapport au nombre très élevé de globules rouges. Donc, une érythrose apparue progressivement cutanéo-muqueuse plus visible au niveau du visage et des mains. On aura aussi des signes liés à l'hyperviscosité et l'hypervolémie. On aura donc des signes vasculaires ou neurosensoriels de type céphalée, vertige, des troubles visuels, paresthésie, des thromboses veineuses ou artérielles et des crises de gouttes et HTA. Donc ça, c'est suite à l'hyperproduction des globules rouges parce qu'il y aura plus d'hématie que l'espace qu'on a au niveau vasculaire et ça va alourdir le sujet et ça va entraîner donc des céphalées, des vertiges et tout ce qui est thrombose. On aura aussi, c'est-à-dire le patient, il exprime aussi des signes liés au syndrome myeloprolifératif. Principalement donc on aura prurite, donc
le prurite est observé surtout en contact avec de l'eau chaude. Donc, c'est un démangeaisant qui s'observe lorsque le sujet est en contact avec de l'eau chaude. La splénomégalie, donc l'augmentation du volume de la rate, est observée dans 60% des cas. L'aptoglobulie, pardon, l'hépatomégalie, elle est très rare dans le cadre de la polyglobulie vraie. Donc, la splénomégalie, là, ce n'est pas dû à l'hémolyse, mais c'est dû au syndrome myéloprolifératif. Donc, lorsqu'on parle de l'hémolyse, on a le triade ictère, anémie, splénomégalie. Lorsqu'on parle d'une prolifération excessive, que ce soit dans le cas du syndrome myéloprolifératif ou dans le cas de leucémie aiguë, ça, c'est un signe du syndrome tumoral. Donc, la splénomégalie, c'est un signe du syndrome tumoral et non pas de l'hyperhémolyse. Parce qu'il faut savoir que la rate aussi, c'est un lieu de fabrication des hématies, comme le foie. Donc, on a la moelle, la rate et aussi les hépatocytes qui aussi fabriquent donc les éléments figurés du sang. Deuxièmement, donc une fois qu'on va suspecter une polyglobulie vraie, donc un examen biologique est demandé, c'est-à-dire le sujet il est là, il vient qui présente des signes d'érythrose, prurite en contact avec de l'eau chaude, il y a de céphalée, vertige, des thromboses, etc. Le médecin il va demander d'abord un hémogramme plus frottis de sang périphérique et d'autres examens. Donc, commençons par le plus facile à réaliser, qui donne plus de renseignements sur cette pathologie. Donc, la numération formule sanguine. Qu'est-ce qu'on aura à l'issue du résultat, à l'issue du test? On aura donc une augmentation concernant la ligne érythrocytaire qui sont caractérisées par une augmentation du nombre de globules rouges, de l'hématocrite et de l'hémoglobine, au-delà donc des valeurs de référence. Le VGM, le CCMH, le TCMH sont normaux, sauf on peut avoir donc une anémie, c'est pas une anémie, pardon. On peut avoir une augmentation du taux d'hémoglobine avec une microcytose. Cette fois-ci, c'est pas dû, c'est pas une pseudo-polyglobulie comme le cas du syndrome thalassémique, mais là, c'est la suite de la production, c'est-à-dire la moelle, elle est là, elle est tout le temps stimulée, il y a toujours production des nouvelles hématies, et donc en parallèle, on aura l'épuisement du stock en fer. Si le sujet, il va pas, toujours, il n'y a pas un apport suffisamment du fer qui va compenser les pertes, qui va compenser donc le fer qui rentre dans la production des nouvelles des hématies, des nouvelles hématies. On aura une diminution du fer sérique, l'épuisement des réserves et donc l'apparition de la microcytose. Pour la lignée blanche, les globules blancs sont modérés, le taux est variable entre 12 et 20 giga par litre dans 50% des cas. Cette augmentation, elle est faite de neutrophilie dans 2/3 des cas. On peut avoir aussi éosinophilie, voire même un taux élevé des polynucléaires basophiles, généralement inférieur à 3% des cas. Pour la lignée plaquettaire, toujours on observe une thrombocytose dans le taux qui varie entre 400 et 1000 giga par litre dans 75% des cas, ou plus de 1000 giga par litre dans 10% des cas. Donc, la polyglobulie vraie, elle est associée toujours à une augmentation du taux de globules blancs et du taux des plaquettes sont dépassés les 1000 giga par litre dans 75% des cas. Dans 10% des cas, peuvent aller au-delà de 1000 giga par litre. D'accord? Passons au deuxième examen à réaliser après avoir fait donc, la numération formule sanguine, c'est le frottis de sang périphérique. Pour la ligne érythrocytaire, on confirme toujours qu'il s'agit donc d'une polyglobulie, donc un nombre très élevé des globules rouges. La morphologie, elle est normale. Parfois, on peut avoir donc quelques microcytes suite à la consommation toujours du fer et suite voilà, à la diminution du fer sérique.
Pour la lignée blanche, une hyperleucocytose, elle est toujours confirmée sur frottis de sang périphérique par l'augmentation du taux de polynucléaires neutrophiles. Et on peut avoir aussi des cellules immatures de la lignée blanche, de la lignée granulocytaire, pardon, c'est pas la lignée blanche, parce que la lignée blanche, elle contient aussi les monocytes et les lymphocytes, mais là, on parle du syndrome myéloprolifératif, donc tout ce qui est granulocytaire. Donc, on va retrouver aussi des cellules immatures de la lignée granulocytaire, à savoir les métamyélocytes, les myélocytes et les promyélocytes, à un pourcentage qui est inférieur à 5%. Mais cette myélémie, elle n'est pas aussi fréquente. Pour la lignée plaquettaire, toujours, la thrombocytose, elle est confirmée sur frottis de sang périphérique. Les plaquettes peuvent être de grande taille. On peut avoir aussi des fragments, donc sont des fragments, voilà. Les plaquettes sont des fragments de mégacaryocytes libérés au niveau de la circulation sanguine. Deuxième examen effectué, parce qu'on a une augmentation des paramètres de la lignée érythrocytaire, plus une augmentation de globules blancs, plus une augmentation du taux de plaquettes. On va faire un médulogramme, on va étudier la moelle osseuse pour savoir est-ce qu'il y a vraiment réellement une hyperproduction de ces trois lignées. Donc, au microscope optique, après avoir réalisé donc un étalement médulaire, étalement d'une fraction de la moelle, c'est pas une fraction, mais après aspiration de la moelle osseuse, un étalement sur une lame et une coloration au MGG. Lecture, elle se fait au microscope optique. Qu'est-ce qu'on va voir au grossissement 10? On va voir une hyperplasie érythroblastique, donc tout ce qui est les cellules immatures de la lignée érythroblastique sont présentes en nombre très élevé. Aussi de la lignée mégacaryocytaire, mais sans anomalie morphologique, où on peut rencontrer quelques anomalies, mais qui ne sont pas vraiment très importantes pour dire qu'il s'agit d'un syndrome myélodysplasique, parce qu'il faut faire la différence entre syndrome myéloprolifératif et syndrome myélodysplasique. Syndrome myélodysplasique, c'est-à-dire on a une hyperproduction, mais les cellules sont de qualité, de mauvaise qualité, voilà, donc une dysmyélopoïèse. Par contre, myéloprolifératif, on a une production des cellules de qualité normale. Le myélogramme trouve son importance beaucoup plus dans la réalisation du karyotype pour l'analyse cytogénétique. Vous allez voir l'intérêt de l'analyse cytogénétique dans le diagnostic de la polyglobulée vraie. Ensuite, on passera à la biopsie ostéomédulaire. La biopsie, la différence entre la ponction de moelle ou la myélogramme ou médulogramme et la biopsie ostéomédulaire, c'est que l'autre, on va faire une étude cytologique et la biopsie, on va faire une étude histologique. On va faire une biopsie de la moelle osseuse et une coloration, bien sûr, elle se fait au niveau, c'est-à-dire elle n'est pas réalisée par les hémobiologistes, mais au niveau, au niveau du laboratoire voilà, les Anapath. Et elle montre une moelle hyperplasique, en particulier une hyperplasie érythroblastique, une hyperplasie et une dystrophie mégacaryocytaire. Généralement, les mégacaryocytes rencontrés sont de grande taille et polyploïdés, donc on aura un noyau avec plusieurs noyaux. Voilà. Elle peut montrer une discrète myélofibrose réticulinique suite à une production, voilà, de la libération du myélofibrose. Et après, elles peuvent se transformer à d'autres pathologies. C'est l'évolution de la pathologie qu'on va le traiter dans la dernière partie, c'est-à-dire à la fin de ce cours. Voilà. Donc, après avoir fait l'hémogramme, frottis de sang périphérique, et l'étude de la moelle, que ce soit étude cytologique ou histologique. Maintenant, on doit confirmer réellement est-ce qu'il s'agit d'une augmentation du nombre de globules rouges. Est-ce qu'il s'agit réellement d'une polyglobulie vraie? Comment on peut le faire? Par un simple test, c'est la mesure du volume globulaire total. Comment on peut mesurer le volume globulaire total?
par l'utilisation des, voilà, des marqueurs qui seront, voilà, des substances radiomarquées. On va utiliser le chrome 51 pour marquer les hématies d'un sujet, puis les réinjecter dans la circulation. Donc, ce marquage va être, donc ces hématies vont se diluer dans la circulation sanguine générale d'une façon homogène. Ensuite, on va faire le prélèvement sanguin, donc on va prélever un volume du sang et on va déterminer sa radioactivité. Et à partir de ce taux de radioactivité déterminé, on va calculer le volume globulaire total pour savoir réellement combien on a de globules rouges par rapport au volume plasmatique. Les valeurs de référence sont de 30 ml par kilogramme chez l'homme et de 25 ml par kilogramme chez la femme. Cet examen permet donc d'affirmer une polyglobulie vraie qui correspond à une augmentation du volume globulaire total au-dessus de 36 ml par kilogramme chez l'homme et de 32 ml par kilogramme chez la femme. La polyglobulie vraie est définie par un volume globulaire total qui est supérieur à 25% de la valeur théorique. Et dans ce cas-là, on peut affirmer le diagnostic de la polyglobulie vraie. Donc, le volume globulaire total, il est très important pour poser le diagnostic de la polyglobulie vraie. Vous allez avoir qu'on ne va pas baser que sur un seul test pour poser le diagnostic polyglobulie vraie, mais sur plusieurs critères de diagnostic. Pour bien saisir ou pour bien comprendre la différence entre polyglobulie vraie et une hémoconcentration, ce schéma donc résume la différence entre les différentes catégories, que ce soit pour les sujets thalassémiques, hémoconcentration ou un sujet normal ou polyglobulie vraie. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont injecté des hématies marquées par le chrome 51 et aussi pour l'étude du volume plasmatique, ils ont utilisé de l'albumine radiomarquée à l'iode 125. Et donc là, ils ont trouvé chez un sujet normal, il y a ce volume globulaire végété d'un sujet normal et le volume plasmatique total d'un sujet normal. Pour un sujet thalassémique, on a les mêmes proportions. Donc, on a le même volume globulaire et le même volume plasmatique. La différence là, on a une augmentation, une pseudo-polyglobulie, une augmentation légère du nombre de globules rouges avec une microcytose. Hémoconcentration, par contre, on a le même volume globulaire total. Par contre, on a un volume plasmatique qui est basse, donc une diminution du volume plasmatique qui va donner une fausse polyglobulie par rapport à la diminution du plasma. Vraie polyglobulie, on a le même volume plasmatique que le sujet normal, que le sujet thalassémique. Par contre, on a une augmentation du volume globulaire total par une augmentation du nombre de globules rouges. Ça, c'est pour bien comprendre la différence et pour savoir quelle est la différence entre une vraie polyglobulie, une pseudo-polyglobulie et une polyglobulie secondaire à une diminution du volume plasmatique. Un autre examen qui permettra de savoir l'origine clonale de cette pathologie, c'est la biologie moléculaire qui permettra de rechercher donc la mutation JAK2 valine en position 617 phénylalanine qui se fait par technique de PCR. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est déjà tout ce qui est biologie moléculaire était déjà traité dans deuxième année, je pense, dans le cours, voilà, le module génétique. Il faut se référer à ça, donc je ne vois pas l'importance de charger le programme par des examens qui ont été déjà traités en détail dans d'autres cours. Ensuite, la cytogénétique. La cytogénétique, c'est un examen qui permettra d'éliminer d'autres pathologies où on peut avoir donc le même
profil biologique, c'est-à-dire on peut avoir une augmentation aussi du nombre de globules rouges, c'est la cytogénétique. On va donc rechercher une translocation NEP22 qui est responsable d'une augmentation du nombre de globules blancs de la lignée granulocytaire, ce qu'on appelle la leucémie, voilà, pardon, LMC, leucémie myéloïde chronique. Donc, c'est une entité, voilà, c'est une pathologie qui fait partie du syndrome myéloprolifératif. Et là, vu qu'on est dans le même groupe, on doit faire la différence et on doit éliminer les autres pathologies en réalisant des examens afin de confirmer qu'il s'agit bien donc de la polyglobulie vraie. Et la cytogénétique permettra aussi de mettre en évidence d'autres anomalies chromosomiques qui peuvent aussi retrouver dans le cadre de la polyglobulie vraie, à savoir donc une trisomie 8 ou 9, des anomalies de structure suite à une dilution du Q13 et Q20. D'autres examens aussi à réaliser, c'est la vitesse de sédimentation elle est inférieure à 2 mm à la première heure parce qu'on a trop. La vitesse de sédimentation, c'est quoi? On va laisser le temps pour que les hématies sédimentent. Vu qu'on a un nombre très élevé de globules rouges, après 1 heure, on aura une sédimentation c'est-à-dire on aura l'apparition que de 2 millimètres du plasma, vu qu'on a un nombre très élevé de globules rouges et qui est aussi en faveur de la polyglobulie. Score de phosphatase alcaline qui est très élevé parce qu'il s'agit d'une production, une prolifération cellulaire. Acide urique sanguine et urinaire aussi très élevé suite à l'hypercatabolisme. LDH très élevé. Fer sérique souvent diminue parce qu'il s'agit d'une hyperconsommation afin de produire des hématies. Vitamine B12 pardon, très élevé. Bilan d'hémostase, on aura un temps de saignement normal ou allongé et un bilan de thrombose normal. Dosage de l'érythropoïétine sérique qui se fait par technique radio-immunologique. Les valeurs normales qui varient, valeurs de référence varient entre 8,7 à 18,3 milliunités internationales par ml. Lorsqu'il s'agit de polyglobulie vraie, donc le taux d'érythropoïétine diminue, voire normal, qui est lié à l'hypersensibilité des cellules souches à l'érythropoïétine. On n'aura pas un taux très élevé, c'est-à-dire un taux très élevé d'érythropoïétine, on va penser à la polyglobulie congénitale suite à des cancers rénaux où on aura une hypersécrétion d'érythropoïétine et donc une simulation de l'érythropoïèse, une production polyglobulie, là, c'est secondaire à une pathologie rénale et non pas une polyglobulie primitive vraie où on a donc une mutation qui touche la cellule souche et une stimulation constitutive de la production des hématies. Ce test qui permettra donc de différencier la maladie de Vaquez des polyglobulies secondaires où on a donc le taux d'érythropoïétine qui est très augmenté. Un autre examen à réaliser, c'est la culture de progéniteurs érythrocytaires in vitro. Cette culture, elle se fait, on va mettre donc des érythroblastes en présence et en absence d'érythropoïétine. En présence d'érythropoïétine, que ce soit pour la polyglobulie vraie ou autre pathologie, il y a toujours une prolifération blastique. En absence d'érythropoïétine, chez un sujet normal, il n'y aura pas une prolifération érythroblastique. Par contre, chez un sujet atteint de polyglobulie vraie, toujours il y a des poussées spontanées, des clones, voilà, des colonies d'érythroblastiques sans avoir mais de l'érythropoïétine. Et là, on va comprendre qu'il s'agit réellement de la polyglobulie vraie. Passons aux critères de diagnostic. Mais avant de parler de critères de diagnostic de la polyglobulie vraie, je vais vous résumer donc les étapes de diagnostic. Pour dire qu'il s'agit de la polyglobulie vraie, qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, on doit affirmer la polyglobulie vraie. Comment on va affirmer la polyglobulie vraie? On va d'abord faire la numération formule sanguine. On va retrouver une augmentation du nombre de globules rouges, de l'hématocrite et de l'hémoglobine. Après,
on va faire donc la mesure du volume globulaire total, donc détermination isotopique, voilà, du VGT, où on va trouver un VGT supérieur à 25% de la valeur théorique. Et là, ça confirme aussi et va affirmer la polyglobulée vraie. La deuxième étape à faire, c'est éliminer une polyglobulée secondaire. Comment on va l'éliminer? On va réaliser donc l'étude cétogénétique à la recherche de la translocation en F22 pour éliminer donc la LMC. Si elle est absente, donc la leucémie myéloïde chronique est à éliminer. On va faire aussi tout ce qui est la culture des progéniteurs érythroblastiques. Donc, on va faire aussi la culture des progéniteurs érythroblastiques en présence et en absence de l'érythropoïétine pour éliminer une pseudopolyglobulée. Après, on va regrouper les éléments en faveur d'une polyglobulie vraie comme l'augmentation de la vitamine B12. On aura aussi en parallèle l'augmentation du taux de globules rouges et les paramètres de la lignée rétrocytaire. On a aussi une augmentation, une hyperleucocytose et une thrombocytose. Et la dernière étape, c'est de pratiquer les examens spécialisés pour confirmer le diagnostic par la recherche de la mutation JAK2, par le dosage d'érythropoïétine, culture voilà, qui sont utilisées aussi pour éliminer une polyglobulie secondaire. Passons aux critères de diagnostic de la polyglobulie. Quand est-ce qu'on dit, c'est bon, le patient est atteint de la polyglobulie vraie? On a donc, l'OMS a classé tout ce qui est résultats biologiques en deux parties. On a les critères majeurs A et les critères mineurs B. Les critères majeurs A comportent les résultats de l'hémogramme, donc un taux d'hémoglobine supérieur à 16,5 chez l'homme, 16 chez la femme, hématocrite supérieur à 89% chez l'homme et 48% chez la femme, VGT supérieur à 25% des valeurs théoriques. Deuxième critère majeur, c'est la biopsie ostéomodulaire qui retrouve une hyperplasie de la lignée myélocytaire. Donc, on aura une panmyélose, donc une augmentation des trois lignées avec des mégakaryocytes polymorphes et matures. Troisième critère majeur, c'est la présence de la mutation JAK2 V617F ou d'autres mutations fonctionnelles similaires, notamment donc la mutation exon 12. Un seul critère a été classé en critère comme critère mineur B, c'est le taux d'érythropoïétine sérique qui est normal ou subnormal. Le diagnostic, on parle de la polyglobulie vraie lorsqu'on a soit les trois critères majeurs, c'est-à-dire si on a le premier critère qui est là, qui est présent, deuxième et troisième. Là, systématiquement, il s'agit de polyglobulie vraie, il ne faut pas chercher ailleurs. Si on a que deux critères, les deux premiers critères et le critère mineur, là, on peut aussi poser le diagnostic de la polyglobulie vraie. Donc, ce tableau, c'est à apprendre afin de dire qu'il s'agit bien de la polyglobulie vraie ou pas. Donc, si vous arrivez à prendre ce tableau, vous pouvez donc résoudre les cas cliniques parce que ça contient que les éléments biologiques afin de confirmer et de poser le diagnostic de la maladie de Vaquez. Maintenant, passons au diagnostic différentiel. Pour le diagnostic différentiel, d'abord, on a parlé des fausses polyglobulies par hémoconcentration. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On aura dans ce cadre-là une augmentation du taux de l'hémoglobine, de l'hématocrite et le nombre de globules rouges, qui est similaire aussi à la maladie de Vaquez. Mais la différence, elle est là. Donc, on a une diminution du volume plasmatique sans augmentation du volume globulaire total. Et là, on peut écarter une pseudo-polyglobulée suite à une hémoconcentration. Quand est-ce que ce tableau, il correspond? Elle est rencontrée en cas de brûlure étendue
en cas de prise de diurétiques ou d'autres cas. La pseudopolyglobulée, elle est rencontrée dans le cadre des syndromes thalassémiques hétérozygotes. Le diagnostic, il repose sur, bien sûr, l'hémogramme, sur le bilan martial, parce qu'on a un bilan martial qui est normal, avec une microcytose, une augmentation du taux de globules rouges et un taux d'hémoglobine normal, voire une discrète anémie. L'électrophorèse de l'hémoglobine montre la présence d'une bande A2 élevée. Et aussi, on peut mettre en évidence, c'est-à-dire il y a toujours l'origine ethnique et l'enquête familiale parce qu'on va trouver l'expression clinique ou les mêmes cas au sein de la famille. L'hémogramme, donc voilà, c'est bon. Ça concerne donc les thalassémies. Passons aux les polyglobulées secondaires. On a deux types. On a des polyglobulées secondaires qui sont induites par une hypoxie, les deux par hypoxie, pardon. La première, c'est l'hypoxie qui induit une hypersécrétion d'érythropoïétine. Et ce groupe est retrouvé lorsqu'on est dans des régions de haute, voilà, c'est pas les hauts plateaux, mais vraiment l'altitude Himalaya ou autre. Donc là où on a une diminution de l'oxygène et il y aura une hypersécrétion d'érythropoïétine afin d'assurer donc la fonction oxyphorique de l'hémoglobine. En cas de cardiopathie congénitale, insuffisance respiratoire chronique, le tabagisme excessif. Deuxième groupe de polyglobulés secondaires, c'est origine tumorale, maligne ou non, qui induit une sécrétion inappropriée d'érythropoïétine. Là, on parle donc des maladies rénales, où on a donc, ce sont donc les tumeurs rénales, les reins polykystiques, hydronéphrose. En cas de lésion hépatique, les hépatomes, cirrhose hépatique et les hépatites. En cas de tumeur endocrinienne, maladie de Cushing, les tumeurs diverses, donc l'hémangiome, du cervelet, là, on a aussi une augmentation du nombre de globules rouges, mais ce n'est pas dû réellement à une polyglobulée vraie, mais à une sécrétion inappropriée d'érythropoïétine. Les polyglobulées congénitales, on parle deux types, on a deux types de polyglobulées congénitales. On a les polyglobulées congénitales primitives et secondaires. Primitives, il s'agit donc des maladies polyclonales liées à une mutation, cette fois-ci, du gène qui code pour le récepteur d'érythropoïétine qui entraîne une hypersensibilité à l'érythropoïétine et non pas à une mutation qui touche la protéine Janus kinase. Polyglobulée congénitale secondaire qui entraîne une hypoxie tissulaire. Soit il s'agit d'hémoglobine qui a une affinité accrue pour l'oxygène, soit en cas de déficit congénital en 2,3 DPG mutase ou une hyperproduction autonome d'érythropoïétine qui donne aussi une augmentation de l'activité proliférative de la moelle osseuse. Et le dernier groupe où on doit l'écarter pour aussi poser le diagnostic de la polyglobulée vraie, c'est les syndromes myéloprolifératifs qui comprend donc LMC, la splénomégalie myéloïde avec myélofibrose et la thrombocytémie essentielle. Pour la LMC, donc le problème ne se pose pas si on a donc les résultats de la cytogénétique, donc la translocation 922 et le score PAL qui est vraiment très élevé. En cas de splénomégalie myéloïde, c'est la biopsie ostéomodulaire qui montre vraiment de la myélofibrose et qui va poser donc le diagnostic de la splénomégalie myéloïde. La thrombocytémie essentielle, là, c'est toujours la mesure du VGT qui va poser le diagnostic et qui permettra d'écarter le diagnostic de la thrombocytémie essentielle. Pour l'évolution, donc la polyglobulée vraie, c'est une maladie d'évolution lente. Médiane de survie est supérieure à 10 ans. Dans les principales complications, on a les complications immédiates. Ce sont des complications dues à l'augmentation des lignées
myéloïde. On a des complications vasculaires du fait de l'hyperviscosité sanguine, des hémorragies possibles et l'hyperuricémie. Les complications tardives ce sont donc la transformation de cette pathologie en myélofibrose avec splénomégalie myéloïde ou transformation en leucémie aiguë, qui est aussi une pathologie vraiment de pronostic, soit favorable ou défavorable en fonction des anomalies cytogénétiques réajoutées. Donc, pour les complications tardives, en cas de transformation en myélofibrose avec splénomégalie myéloïde, cette transformation elle est observée chez 50% des malades, suivis pendant 20 ans ou plus. La survie moyenne, elle est de 2 à 3 ans après l'apparition de la myélofibrose. Par contre, si cette pathologie elle est transformée en leucémie aiguë, donc donc cette transformation elle est observée dans 10 à 15% des cas dans les 20 ans qui suivent le diagnostic. Voilà, donc ce schéma résume les différentes complications évolutives possibles de la polyglobulie vraie. Donc d'abord, il faut savoir que la thrombocytémie essentielle, elles peuvent se transformer en polyglobulie vraie. La polyglobulie vraie, elle se transforme dans 24% des cas en myélofibrose primitive. Elle peut transformer dans 5 à 16,5% directement en leucémie aiguë myéloblastique, soit après sa transformation en myélofibrose primitive, elle se transforme en syndrome myélodysplasique après en leucémie aiguë ou directement en leucémie aiguë après avoir transformé en myélofibrose primitive. Donc, une fois transformé, vraiment, le risque ou l'échéance de guérison, elle est vraiment très, très faible. Donc, il faut traiter la polyglobulie vraie au départ afin d'éviter ces complications qui peuvent être graves, voire mortelles après. Donc, pour le pronostic, en dehors des complications évolutives, un patient atteint de polyglobulie vraie, il est bien équilibré, mène une vie tout à fait normale pendant de très nombreuses années. Le traitement de la polyglobulie vraie a pour deux buts. Éviter les complications de thrombose, donc de la polyglobulie, les thromboses et les hémorragies. Éviter les complications iatrogènes, donc les complications tardives, la transformation en leucémie aiguë. Le premier traitement utilisé, c'est les saignées. Donc, c'est un traitement d'urgence chez les patients symptomatiques. Donc, on va prélever 300 à 400 ml du sang 2 à 3 fois par semaine, puis tous les 3 mois. Ce traitement a comme action immédiate la réduction rapide du volume sanguin total inférieur à 45% et la prévention des thromboses. Action retardée, donc on aura une diminution du fer sérique, donc l'installation d'une carence en fer, et aussi il permettra d'inhiber ou de freiner les rétropoïèses. Ce traitement à proscrire comme traitement de fond car risque d'hyperplaquétose et de thrombose. Ce traitement est réservé uniquement chez les jeunes. Deuxième traitement à réaliser en parallèle aussi, les cytoréducteurs, donc le traitement par l'hydroxyurie ou hydrea, donc ce sont des gélules à 500 mg. La dose prescrite, c'est de 2 à 4 gélules par jour. Et ce traitement devrait se faire sous surveillance hématologique par la réalisation de la numération formule sanguine une fois par semaine. Ce traitement, il entraîne aussi une macrocytose. Deuxième traitement utilisé, c'est la Versite, donc pipobromane. Il s'agit des comprimés à 25 mg. La dose utilisée journalière, elle est de 2 à 4 comprimés. Et donc, cette thérapeutique, elle est toujours sous surveillance étroite. C'est le même cas que le premier traitement, en réalisant une numération formule sanguine une fois par semaine, pour éviter tout ce qui est diminution du taux de globules blancs ou des plaquettes. L'interféron alpha, c'est un traitement non leucémogène, mais il existe aussi des effets secondaires majeurs. Troisième traitement utilisé, c'est l'aspirine à faible dose. C'est efficace pour la prévention des thromboses.
Et les antihistaminiques sont utilisés pour traiter donc les démangeaisons qui sont un signe spécifique de la polyglobulée vraie. Voilà, on a terminé tout ce qui est polyglobulée vraie. Maintenant, on passera au cas clinique. Ce cas clinique, je vous le donne. Essayez de le résoudre chez vous et de m'envoyer les corriger, voilà, votre solution et la prochaine séance, on essaiera avant ou à la fin de la séance de les résoudre ensemble. Et là, pour voir à peu près si vous arrivez à traiter un cas clinique et si vous arrivez à comment vous pouvez, c'est-à-dire ce cas clinique est beaucoup plus à un intérêt, non seulement ça vous aidera à cibler les points essentiels à retenir, mais aussi pour savoir est-ce que vous arrivez à, à bien résoudre, est-ce que vous arrivez à bien comprendre le cas clinique et comment traiter les différentes questions et comment on va s'inspirer du cours pour répondre aux questions posées lors d'examen. Voilà, le jour d'examen, ça va, voilà, au moins pour éviter, c'est-à-dire vous serez habitué à traiter les cas cliniques et le jour d'examen, vous ne serez pas perturbé, vous ne serez pas sous le choc. D'accord? Est-ce que vous avez des questions avant de terminer la séance? Allô? Allô? Pas de questions?